Alors, Gilles Fressinet, vous êtes directeur du développement numérique chez Arte, Arte France. Exact. Arte, c'est beaucoup de choses aujourd'hui, hein, et c'est notamment des productions spécifiques que vous appelez les écritures immersives. Alors, il faut que vous nous expliquiez tout ça. D'accord. Bonjour, merci pour cette introduction. Voilà, je vais essayer de faire part un petit peu de notre expérience sur les écritures immersives et peut-être plus largement sur ce que l'on peut proposer sur le numérique. Alors tout ça en 20 minutes, je crois, maximum. Eh oui. N'hésitez pas à m'arrêter si je dépasse l'heure et demie. Donc en 20 minutes, je vais essayer de vous montrer comment, à travers les écritures immersives ou les écritures numériques, on essaie de faire évoluer Arte d'une chaîne franco-allemande à un média global européen, puisque grâce au numérique, la chaîne franco-allemande peut être diffusée au-delà de la France et l'Allemagne, et au-delà du téléviseur aussi, mais grâce au numérique aussi, la chaîne franco-allemande, le média qu'est Arte, peut déployer toute sa créativité et relayer et faire émerger des créations originales sur l'ensemble des supports en utilisant l'ensemble des logiques en fait, des différents supports pour proposer des écritures nouvelles, des écritures qui peuvent être immersives, interactives, participatives, qui peuvent utiliser l'ensemble des plateformes, que ce soit votre téléphone, la télévision évidemment, l'ordinateur, les réseaux sociaux et divers supports. Aujourd'hui, je vais essayer j'espère que ça fonctionne, de préciser deux types d'écritures, alors que l'on peut intégrer dans le registre des écritures immersives, qui sont la réalité virtuelle et le jeu vidéo, qui est pour nous aussi un axe assez important de développement. Depuis plus de 10 ans, Arte propose donc des écritures immersives, des écritures sur le numérique. Historiquement, nous avons proposé des documentaires interactifs. Petit à petit, les écritures se sont spécialisées, spécifiées, notamment à travers la logique de fiction interactive, de documentaires qui intègrent des logiques de jeu. Nous avons proposé depuis 2013 des jeux vidéo aussi, sur fond de culture évidemment. Et depuis 2014 de la réalité virtuelle, et j'y reviendrai un peu plus longuement. Historiquement aussi, Arte propose une radio qui s'appelle Arte Radio, qui est la première radio en podcast, qui a 16 ans aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'assez assez important au sein d'Arte, et d'historique aussi. Et cette historique nous permet d'avoir justement un certain apprentissage, alors toujours en véhiculant évidemment les valeurs et la ligne éditoriale d'Arte. La logique de la stratégie numérique, comme c'est indiqué ici, elle est vraiment de faire en sorte que l'univers d'Arte se déploie sur l'ensemble des plateformes, et elle est également de faire émerger des créations originales en phase avec soit des usages actuels, je pense notamment à la diffusion sur les réseaux sociaux, sur les mobiles, réfléchir au format qui existe sur les mobiles, soit avec des usages qui sont en devenir ou qui émergent, notamment la réalité virtuelle. Si on prend quelques exemples justement pour illustrer cet apprentissage-là, la réalité virtuelle, pour nous, elle est intéressante dans le sens où elle arrive, cette technologie-là, donc qui permet de regarder des programmes sur des casques, donc d'être immergé dans un programme, ou de regarder des programmes sur des players vidéo, sur un téléphone par exemple, en pivotant, en regardant à 360 degrés. Cette technologie-là, qui est aujourd'hui encore une technologie de niche. L'idée, c'est pas de savoir combien de casques sont vendus et de vendre le plus possible de casques, mais de savoir quel type d'écriture nous pouvons proposer. Dans cette technologie-là, elle nous intéresse parce qu'elle se retrouve un peu à la convergence de différents formats que nous avons pu essayer. Je pense à l'écriture audiovisuelle, évidemment, mais également à l'écriture interactive, puisque quand on est plongé dans un casque de réalité virtuelle, on est au cœur de l'histoire. On peut presque interagir aussi dans certains programmes sur l'histoire. Et également, elle nous met à la conjonction de l'univers des jeux vidéo, puisque d'un point de vue technique, même certains outils sont utilisés dans la réalité virtuelle et dans le jeu vidéo, mais aussi en termes d'écriture, on recourt aussi à des logiques liées aux jeux vidéo. Donc cette conjonction d'écriture colle très bien avec ce que l'on essaie de développer au sein des écritures numériques. C'est une logique d'hybridation des écritures entre les genres, donc ça peut être la fiction, le documentaire, l'animation, la prise de vue réelle, mais aussi entre les technologies pour faire émerger des narrations innovantes.
Ça, c'est un aspect important, l'aspect de création et la capacité justement à faire émerger des créations innovantes. Donc on va en voir quelques exemples. L'autre enjeu pour nous qui est vraiment important, c'est toujours d'être en phase avec la logique d'Arte, qui est de proposer une diversité de créations sur l'ensemble des supports, mais aussi sur les supports les plus innovants, pour toujours être dans une logique de approche diversifiée, approche différente, et de faire émerger aussi des talents français et européens. La réalité virtuelle est une technologie qui est dominée par les constructeurs de casques, qui sont souvent du côté des États-Unis ou du côté de l'Asie. Et en termes de création, il y a vraiment un enjeu à proposer une vision différente de création, à encourager une vision originale. Et l'écosystème français, grâce au CNC, grâce aux médias publics qui peuvent aider les producteurs à prendre des risques de création, permet de faire émerger des créations vraiment originales dans cette technologie-là, là où des créateurs ou des producteurs d'autres pays peuvent prendre moins de risques et donc vont plutôt avoir tendance à proposer des opérations plutôt de communication en réalité virtuelle, là où des producteurs français vont pouvoir proposer, en prenant ces risques-là, des créations vraiment originales, et on va en voir quelques exemples. J'espère que les vidéos vont se lancer. Je vous montre tout de suite un exemple qui s'appelle Altération. Il y a du son normalement, si vous pouvez. Is it over? What are you talking about? The girl Elsa, the experiment. Calm down. Calm down. Charlie! Charlie, what's wrong? There's only You and me. Wake up! Wake up! How'd you sleep? not enough. Donc voilà, l'histoire est celle d'un jeune étudiant qui se prête à des expériences de tests sur ses rêves et l'expérience va mal tourner et on va se retrouver à l'intérieur justement des rêves de ce jeune étudiant. Ce qui est intéressant là en termes d'apprentissage, puisque c'est l'objectif c'est le sujet du jour, pour nous ça a été à la fois un apprentissage évidemment en termes d'écriture. C'est une fiction qui ne plonge pas le spectateur dans le rôle du personnage principal, contrairement à beaucoup d'autres projets, mais qui nous met un peu en surplomb par rapport à l'histoire. Et donc, pour nous, c'était intéressant de voir comment cette histoire pouvait s'écrire. En termes de production, il s'agit d'une coproduction avec un fabricant de casques qui s'appelle Oculus, donc un des casques les plus connus. Oculus appartient à Facebook. Et donc, en termes de coproduction, ça a été un apprentissage aussi pour comprendre comment... quelle était la vision plutôt de l'autre côté de l'Atlantique sur ces projets-là. Et ça a eu un impact évidemment sur la distribution, puisque dans le sens où Oculus était impliqué en production, la distribution a été aidée également par ce constructeur de casques. Et cet aspect-là est un enjeu évidemment énorme. Vous le voyez bien même sur vos téléphones quand vous allez sur les stores. Les projets qui sont mis en valeur sont beaucoup plus téléchargés. C'est d'autant plus vrai sur les applications de réalité virtuelle où les contenus sont moins nombreux que sur les téléphones mobiles. Et donc là, l'apprentissage en termes de distribution, il était vraiment de comprendre les mécanismes de ces distributeurs, puisqu'on est dépendant de ces stores-là pour être mis en avant, de comprendre ces mécanismes pour arriver à être visible auprès des publics. Donc ça, c'est un premier exemple qui... en fait, permet de voir comment un média européen arrive à s'intégrer dans une structure de marché qui est mondialisée et qui est dépendante des constructeurs de casques. Le deuxième exemple s'appelle l'île des morts.
Donc ce projet fait partie d'une collection qui s'appelle Arte Trips, qui est une collection de programmes en réalité virtuelle qui propose aux utilisateurs de se plonger à l'intérieur d'œuvres célèbres, donc là en l'occurrence L'Île des Morts d'Arnaud Böcklin, et d'essayer de réinterpréter ces œuvres-là ou de mieux les comprendre grâce à ces nouvelles technologies. D'ailleurs, il y a un espace Arte 360 à l'extérieur où vous pourrez expérimenter L'Île des Morts et d'autres programmes, L'Île des Morts qui sort prochainement et d'autres programmes également qui sont visibles dans ces espaces-là. Donc je vous invite à aller les voir. Évidemment, la bande-annonce comme ça ne rend pas forcément hommage au programme. Il est plus intéressant de le voir en vrai. Et là, l'apprentissage pour nous, en tout cas la logique pour nous, elle était de voir comment on peut faire, grâce à des auteurs comme Benjamin Nuel, qui est d'ailleurs un auteur qui touche aussi aux jeux vidéo, donc on voit là l'hybridation des écritures, comment cet auteur-là, et comment les autres aussi dans la collection Arte Trips, ont pu faire le pont entre une culture classique, les œuvres, les tableaux qui sont cités aussi en dessous, on a du Manet, le Cri de Munch, etc. Comment on arrive avec cette technologie-là à réinterpréter ou à redonner une certaine contemporanéité ou une modernité ou une actualité plutôt, pardon, à des tableaux qui peuvent être plus classiques. Et donc là, comment la technologie permet de donner accès à une culture plus traditionnelle. Donc ce que l'on trouve intéressant aussi dans cette collection, c'est justement la variété des expériences proposées et la capacité à les mettre en valeur dans les différents supports de diffusion. Et là, ce que l'on voit, c'est évidemment les institutions culturelles, que ce soit les musées, les galeries, les lieux culturels sont vraiment intéressés par ce type de technologie parce que ça redonne un dynamisme, ou en tout cas, ça redonne une nouveauté à ces lieux-là. Donc les projets sont parfois visibles justement dans les musées, dans les galeries, des œuvres qui sont citées. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les constructeurs de casques, comme HTC par exemple, qui est assez intéressé sur tous les aspects culturels, sont très enclins à pousser les projets, à les mettre en valeur. Et donc l'apprentissage pour nous a été justement de comprendre quels étaient les enjeux de ces constructeurs-là pour nous être très visibles sur ces plateformes. Donc voilà pour la réalité virtuelle. Évidemment, il y a plein d'autres choses à évoquer. Aujourd'hui, ce marché-là est un marché qui est très lié justement à ces diffuseurs, à ces distributeurs de casques qui vont concentrer la capacité de mettre en avant les programmes. Ce sont des usages aussi qui se développent dans des lieux physiques. Donc ça, c'est un aspect intéressant aussi pour nous, Arte, d'aller sur des lieux physiques à la rencontre des publics avec ces programmes-là, avec ces expériences-là. Et l'immersion, ce n'est pas que la réalité virtuelle, ce sont évidemment d'autres types de réalités ou d'autres types d'écriture. Et j'ai voulu vous montrer un ou deux exemples suivant le temps que j'ai. On vous accorde encore une minute. Une minute. Alors, il y aura un exemple concernant le jeu vidéo, puisque en parallèle de la réalité virtuelle et en parallèle d'autres types d'écriture que nous développons, nous intéressons aussi aux jeux vidéo depuis 2013. Alors, des jeux vidéo, là aussi, qui reflètent notre volonté de montrer la diversité de création. Nous coproduisons des jeux vidéo et nous en éditons certains, des jeux vidéo qui sont issus de producteurs indépendants, de studios indépendants, pour là aussi montrer une diversité dans un secteur qui, comme le cinéma ou l'audiovisuel, est assez polarisé entre quelques entreprises proposant des blockbusters et une myriade de producteurs indépendants qui créent des programmes, en tout cas des jeux vidéo en l'occurrence, très originaux et qui ont vraiment un intérêt créatif, narratif, et qui ont parfois du mal à émerger face à ces blockbusters en fait, du jeu vidéo. Et évidemment, le jeu vidéo, c'est une industrie culturelle qui nous intéresse, puisque elle est largement utilisée, c'est un usage très, très, très répandu, que ce soit sur les téléphones ou ailleurs. Donc, un exemple rapide sur le jeu vidéo, si j'arrive à passer la slide. Je crois qu'il y a une vidéo. Et je vais peut-être parler par-dessus.
juste pour conclure en 30 secondes, l'intérêt de ce jeu vidéo, il est à la fois de proposer l'adaptation d'une œuvre qui date des années 30 en jeu vidéo, donc de proposer une œuvre, un accès à une culture à travers le jeu vidéo. Il est de proposer évidemment un vrai jeu vidéo, et pour nous, d'aller s'intéresser et d'aller à la rencontre de publics qui n'iraient pas forcément regarder Arte à 20h50, mais de leur proposer des œuvres culturel et un regard, un point de vue d'auteur, un point de vue d'artiste sur le monde qui nous entoure. Tout ça sur des plateformes sur lesquelles des médias plus traditionnels n'y seraient pas, mais sur des plateformes et des formats, le jeu vidéo, qui sont largement consommés par un public assez large. Donc pour nous, l'apprentissage, il a été ici de comprendre justement comment les publics ont accès aux jeux vidéo et d'essayer de leur proposer une diversité de créations à travers une variété assez large de jeux vidéo, toujours avec des points de vue d'auteur et de la production indépendante. Voilà un petit peu pour aller vite sur les différentes expériences immersives que j'ai pu vous développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Gilles.